Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA. Alors aujourd'hui, on reçoit l'un des meilleurs coachs du MMA français, Aldric Cassata, qui a accepté de nous accorder une interview. Et forcément, on va parler du prochain combat de Manon Fiorot à l'UFC, qui affrontera le 30 mars Erin Blanchfield. On va aussi parler de Virgil Hogan, d'Axel Sola et du MMA français en général. Donc voilà, interview tout de suite, c'est parti. Alors aujourd'hui, on est avec l'un des meilleurs coachs du MMA français, Aldric Cassata. Déjà, Aldric, merci de nous accorder cette interview. Comment ça va? Bonjour à tous. Écoute, ça va très bien, très très bien, merci. Et toi? Ça va super, nickel. Alors, je vais faire une brève présentation de ton parcours pour les gens qui te connaissent peut-être pas. Puis pour ceux qui te connaissent, ce sera juste un petit rappel. Donc, et tu me dis si jamais je fais des erreurs, hein. Donc, Aldric, tu grandis à Nice. À l'âge de 5 ans, tu commences par le karaté traditionnel, donc ça s'appelle le Shotokan. Par la suite, tu fais du football. Puis tu reprends les sports de combat vers 17-18 ans et tu te diriges vers le MMA. Mais toi, c'est une époque où déjà le MMA, c'est pas légal en France, c'est méconnu. Du coup, tu le fais un peu avec les moyens du bord. En 2005, tu fais ton premier combat pro et au total, tu as 17 combats professionnels. Et en parallèle, en 2011, tu te lances dans le coaching. Donc aujourd'hui, au Boxing Squad de Nice, tu as une dizaine d'athlètes, donc tu coaches une dizaine d'athlètes, dont Virgil Hogan, Axel Sola et Manon Fiorot, donc qui est aux portes de décrocher un combat pour le titre à l'UFC. Et à côté de ta casquette de coach, tu as aussi une casquette de manager, donc tu gères aussi la carrière de tes combattants. Voilà, est-ce que tu veux compléter peut-être certains points ou ça va? Non, non, c'était top. Mes copains marseillais vont pas me pardonner de dire que j'ai grandi une partie de ma jeunesse à Marseille. Ils vont me dire, ouais, tu renies. Donc, non, je suis né à Marseille, j'ai un petit peu grandi à Marseille, mais sinon, c'était parfait. Ok, nickel. Bon, du coup, première question logique. En décembre, Dana White lui-même a annoncé la nouvelle. Donc, Manon Fiorot va affronter Erin Blanchfield le 30 mars à Atlantic City. Euh, Déjà, je voulais savoir, vous, c'était quoi votre réaction? Est-ce que c'était une annonce et un combat que vous attendiez? Et est-ce que c'est l'adversaire que vous souhaitiez, en fait? Alors, tu sais, pour être totalement honnête avec toi, c'est Manon qui a choisi, en fait. Bon, après, il n'y avait pas 40 000 choix, elle en avait deux. Soit un peu à la manière d'un Leon Edwards, elle pouvait attendre. Et tu vois, moi perso, j'aime pas, mais force est de constater que Leon Edwards, il a décidé d'attendre et de pas prendre d'autres combats avant le title shot. Il a attendu presque un an et ça a bien marché pour lui puisque la suite, on la connaît déjà, hein. Il a pris et Mm, défendu brillamment cette ceinture, mais c'était pas le choix de Manon. C'était son choix, c'était de rester active et mm. et même si ça passe par encore un combat avant la ceinture, elle préférait rester active et puis prendre Blankfield, comme ça laisse plus de place au doute quant à la challengeuse officielle, parce que c'est vrai que Blankfield, elle a fait un beau run aussi dans la division. Elle a Mm. 6-0 comme Manon à l'UFC, donc c'est Manon qui voulait faire ce combat et moi je suis très content de sa décision. Ok, ouais. Et d'ailleurs, je voulais savoir, c'est toujours toi le manager de Manon? Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas trop galère de gérer ces deux aspects du sport? Tu sais, le projet de faire Résilience Management, tu as vu, alors j'ai mon associé qui est très très discret et qui tient pas à être très médiatisé parce qu'il fait pas ça pour ça, qui est Adrien Cayolle. Et en fait, si tu veux, il y a quelques athlètes de l'extérieur sur lesquels je peux mettre un peu ma touch pour les aider au niveau de la prépa, pour pousser un petit peu sur le matchmaking. Mais à la base, le projet Résilience, c'est pour mes gars, puisque je trouvais utile et surtout dans la phase construction de carrière, dans la phase match-up, je trouvais important de rester, de faire ça entre nous, puisque j'avais déjà les Mm. contacts de pas mal d'organes, notamment même à l'UFC. Donc voilà, c'est surtout pour ça en fait. C'est pas du tout pour avoir un monopole ou ni Oui. quoi ni qu'est. Si mes gars le savent très bien. C'est construire la relation de confiance qu'on a ensemble et puisque 100% des noms que tu as cités et 90% des athlètes dont je m'occupe, c'est moi qui les ai formés. Donc Mm. voilà, je préférais travailler de cette façon en fait. D'accord, ouais. Du coup, Manon, la dernière fois qu'elle a combattu, c'était à l'UFC Paris, donc elle a remporté une décision unanime face à Rosna Mayounas. Depuis, c'est passé quoi? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'entraînement? Est-ce que vous avez peut-être pris des vacances entre deux? Franchement, elle a été courageuse maintenant parce que
si tu veux, c'est à la fois un avantage qu'on puisse bosser comme ça ensemble et qu'il y ait une équipe une grosse équipe même autour de Manon maintenant, et à la fois un inconvénient parce que du coup, tout de suite après le combat de Manon, bah, la réponse logique c'était de partir en vacances, mais c'était pas Mmh. possible parce qu'il y avait le main event du Brave Nantes avec Ilyes Giroud, puis après il y avait la préparation d'Axel Sola et Virgil Hogan le camp qui démarrait quasiment tout de suite après. Du Ouais. coup, elle a beaucoup attendu avant de prendre des vacances, puisque elle aura pris une petite semaine de vacances courant décembre avant de OK. reprendre son camp à elle. Et si tu veux, la grosse différence par rapport au combat de Rose, c'est que le combat de Rose, elle avait rien fait pendant 6 mois puisqu'il fallait réathlétiser sa jambe Mmh. et son genou suite à la rupture de son ligament croisé antérieur. Et que là, elle a continué à s'entraîner tous les jours. Même en vacances, elle s'entraînait. Donc du coup, au niveau du camp, là, c'est les résultats qui sont les siens et le niveau de forme qu'elle a au moment où je te parle est déjà vraiment extraordinaire. OK, ouais, et j'ai vu ça justement, tu disais ça, je crois que c'était, bah, dans Fight Mind. Tu disais quand, Manon était blessée, finalement, elle pouvait pas s'entraîner, elle regardait des vidéos et cetera, Ouais. et tu as remarqué qu'il y avait eu carrément une évolution, en fait, même technique. Est-ce que tu peux affirmer ça, que même si elle était blessée, elle s'est quand même améliorée? Ouais, si tu veux, il y a des études hein, très précises qui existent au niveau du travail de visualisation. Euh, mais je sais pas, c'est pas que j'y croyais pas, tu vois, c'est que le MMA c'est quand même complexe. Et en fait, pendant une grosse partie de sa réathlétisation et de sa blessure, elle pouvait faire que des exercices physiques puisqu'elle était avec un préparateur physique, Alexandre Delal, qui remettait sur pied toute sa chaîne musculaire au niveau des jambes. Et du coup, elle visualisait tous les matins. Il y avait 1 heure de Mmh. visu sur du travail bien spécifique. Et quand on a repris le spécifique, franchement, oui, oui, j'ai clairement vu la différence. Et OK. du coup, aujourd'hui, même si elle n'est pas blessée, c'est quelque chose qu'on fait maintenant de façon systématique. Elle regarde et ses entraînements et d'autres choses. Et elle revisualise ses entraînements aussi pour travailler sur ce qui a été et les choses qu'il faut éventuellement corriger. Donc aujourd'hui, ça fait vraiment pleinement partie de ce qu'on fait à l'entraînement. OK, ouais. Je voulais savoir aussi, bah, quand tu t'entraînes Manon pour un gros combat comme ça, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu vas faire un gros focus sur Manon et du coup tu t'occupes moins des autres athlètes, ou, tu arrives à gérer ton temps et équilibrer? Non, c'est ce que je te disais en off. Ce qui est sûr, c'est que le temps que j'accorde à Manon, c'est du temps que pour Manon. Tu vois, là, ce matin, elle s'est entraînée, elle a fait des rounds de sparring. C'est pas moi qui prenais le groupe pro à Oui. côté, puisqu'il fallait que je sois focus là-dessus. C'était Jean-Marc Toesca. Cet après-midi, elle s'entraîne à 15 heures avec Jean-Robert Monnier, un vétéran du MMA qui a fait pas mal de grosses orgas. Tu me parlais d'Anthony tout à l'heure, tu vois, ben, Jerry, il a fait le Jungle Fight, il a fait le Dog Fight au Japon, qui Mmh. était la première organisation en cage. Enfin bref, c'est un des sparring et entraîneur de Manon. Et à côté de ça, tu vois, ça m'empêche pas d'avoir du temps libre. Euh, Hier, on s'est loupé de peu, on le dit en off parce que j'étais pas mal occupé. Mais regarde, tu vois, dans ma journée d'hier, j'ai eu Axel, Manon, Ouais. il y a Kevin Jousset qui est à la salle en ce moment, j'ai pu lui consacrer du temps OK. aussi. Et tu vois, ça m'empêche pas, c'est juste que c'est pas les mêmes plages horaires et il faut accorder vraiment du temps à chacun, sinon c'est pas productif. OK, ouais. Bah, du coup, pour revenir sur le combat, sur l'opposition, donc Manon comme, Erin, en soi, c'est des combattantes complètes, mais elles ont quand même un style de prédilection. Donc Manon, ça va plutôt jouer son jeu debout, alors qu'Erin, elle va, prendre avantage grâce à son sol. Est-ce que toi, tu penses qu'on peut considérer ce combat comme une opposition classique, striker, grappleur, ou c'est beaucoup plus complexe que ça? Alors, je vais te répondre sincèrement, mais avant, je veux pas que les gens pensent qu'on méprise Erin. Euh, Erin, c'est une très grande championne qui mérite vraiment du respect et de l'attention. Et je vais même te donner un scoop. Je pense qu'elle sera championne de l'UFC parce qu'elle est très jeune. Elle vient de faire 25 ans. Et je suis Mmh. persuadé, même, je pense pas, je suis persuadé qu'elle aura la ceinture de l'UFC. Par contre, ce sera pas tout de suite parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de différence debout entre Manon et Erin qu'il n'y a de différence au sol. Et Mmh. je veux pas paraître hautain ou suffisant, tu vois, mais aujourd'hui, le boxing SWAT, c'est pas que moi. C'est mon travail, certes, mais c'est le travail de beaucoup de gens qui sont autour de moi. Et le sol, la lutte, le chain wrestling,
Aujourd'hui, je pense qu'au club, il est de très très haut niveau. Sans Mmh. trahir de secret, là, dans le camp de Manon, il y a Jerry Monnier, comme je te le disais, mais il y a aussi Flavio Peroba, qui est vraiment un grand, grand maître de lutte livre, parmi les meilleurs au monde pour moi. Donc Manon, elle vient d'avoir sa ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Donc maintenant, c'est. Alors, pareil, aucun manque de respect sur le niveau des filles en France en grappling, mais moi, je vais te dire autre chose. Pour moi, Manon, c'est la numéro un en France en grappling, si elle devait faire des OK. compétitions. Donc voilà, on respecte le sol d'Erin. Erin est une redoutable combattante. Elle est sur un run à 6-0 à l'UFC. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais je pense qu'il y a une très nette différence debout et qu'il n'y a pas tant de différence que ça au sol. Et au risque OK. de paraître présomptueux, je ne sais même pas si elle est plus forte que Manon au sol. Voilà. Je pense qu'elle est Heu, peut-être plus orientée grappling. Ça, c'est une certitude. Puisque oui. le sol de Manon, c'est un sol de MMA avec des scrambles, avec des renversements et avec de la top position. C'est un peu tout ce qu'on travaille au quotidien depuis maintenant 7 ans. Mais sur ce terrain-là, je ne suis pas sûr qu'elle soit meilleure. Voilà, je te le parle franchement et O c'est OK. pas présomptueux de ma part. Non, bien sûr, mais justement, Manon, elle fait beaucoup parler son striking en combat et bah, forcément Erin, elle va vouloir, coller contre la cage, emmener au sol, emmener le Hmm. combat au sol en tout cas et vous, en vrai, sans entrer dans les détails pour des raisons évidentes, mais est-ce que vous êtes dans une optique, on maintient la distance au maximum, on reste debout ou si ça va au sol, c'est limite tant mieux pour montrer aussi le grand game de Manon? Parce qu'en vrai, pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu, tu vois? C'est ça, tu as raison. Je pense qu'il faut toujours se laisser un petit peu de surprise. Le sol de Manon, moi je Oui, sais qu'il est bon. Après, si on peut ne pas le montrer, on ne le montrera pas. Parce que OK. ça nous servira peut-être pour un prochain combat. Après, tu sais, c'est un peu aussi Manon qui décide. Si tu écoutes les podcasts que je fais sur Fightman, tu entendras souvent que moi je suis vraiment contre ces entraîneurs qui disent ouais ce soir ça c'était une manette de PlayStation et il a répondu parfaitement à Mmh. ce que je disais. Non, on travaille des séquences que moi je vais appeler des momentum, c'est-à-dire comme tu l'as très bien dit, le combat fort à parier, Kevin va essayer de coller Manon et de capitaliser sur ça. Manon elle a des clés qu'on travaille tous les jours, vraiment vraiment. Au moment où je te parle, il n'y a pas un jour où Manon elle fait pas et de la boxe et du sol dans sa journée. Mmh. Donc il y a des clés qu'elle va développer. Et après, elle fera comme elle a envie. Si tu veux, moi, je lui donne un game plan, mais sur un game plan, il y en a trois. C'est-à-dire qu'elle a plusieurs choix. Et si elle a envie, je te prends un exemple tout bête. Elle est commentée à l'époque par Michael Bisping. C'est son deuxième combat au UFC et son troisième, c'est pareil. Et elle prend des filles qui sont très fortes en grappling. Euh, c'est une championne du monde de grappe, en la personne de Tabata Ricci, qui prenait un short notice Mmh. pour remplacer Marina Moroz. Et le combat d'après, c'est Mayra Bueno Silva, qui fait la ceinture, d'ailleurs, samedi, à 61 kilos. Et c'est Bisping qui commande les deux, qui dit attention, ces deux gros gros sols, ce sont des... Et là, Manon, dans ce qu'on a préparé, elle décide de faire des takedowns. Elle takedown les deux. Alors sur Ricci, ça dure pas très longtemps, mais sur Bueno Silva, il y a plus d'une minute 30 où Manon est en top contrôle et il se passe rien. Parce que le sol de Manon, c'est un top contrôle solide avec possibilité de garder la position, de frapper et de marquer des points et de passer du temps. Pareil, tu vois, si on s'intéresse un peu à son parcours même hors UFC, elle a pris Corinne Laframboise, qui devait participer au Dana White Contender Series et qui était elle aussi championne du monde de grappling, et Manon lui prend le dos. Euh, pour ceux qui ont Mmh. envie de voir déjà ce qu'était le sol de Manon en 2020, je crois que c'est 2020 le combat, bon, bah, elle prend le dos à une fille qui est Mmh. championne du monde de grappe. Donc voilà, ça c'était en 2020 et elle n'a pas du tout arrêté de faire du sol euh, depuis ce temps-là, quoi. OK, ouais. Hem, Bah, est-ce que tu peux nous donner une qualité et un défaut de Manon, si tu en avais un? Et une qualité et un défaut de Blanchfield? Ouais. Bah, écoute, Manon, sa qualité, c'est sa recherche de perfection. C'est-à-dire que elle, même à l'entraînement, elle ne veut pas perdre un round. Elle Mmh. veut pas, quand elle est en mauvaise position, et- elle lâche pas l'affaire, tu vois. Et c'est presque le défaut de cette qualité. C'est-à-dire que pendant un moment, Ouais, aujourd'hui, elle a compris. Mais pendant un moment, on risquait la blessure carrément sur les sparring parce que OK. il y avait ce mindset en elle qui était de dire je lâche rien. Et c'était ça son principal défaut, puisque moi j'avais vraiment peur, tu vois, de la blessure. Je me disais, putain, elle lâche pas l'affaire, même quand elle est fatiguée, c'est compliqué. Et franchement, si je dois trouver un défaut aujourd'hui de Manon en tant que fighteuse,
Bah, ce serait comme tu dis la qualité de son défaut en fait. C'est Trop ça. perfectionniste, ça peut Allez, être un allez, défaut. allez. Justement, ouais, je vais aller un peu plus loin. Pendant un moment, elle était peut-être trop prudente parce que elle avait besoin de se sentir légitime au sein de l'UFC. Et tu sais, j'en parlais avec même, je te disais en off, qu'il y avait Kevin Jousset en Ouais, ce moment à la salle et il me disait que lui aussi, il avait ressenti cette pression de l'UFC, du résultat et tout, et que ouais. ça inspire un petit peu à la prudence au départ. Donc voilà, Mmh. c'est vraiment, je suis vraiment pas très bavard sur les défauts parce que clairement, je te promets qu'elle en a pas beaucoup. Mmh. Concernant Erin, je vais pas te prendre un défaut qui laisserait place à mon interprétation, je vais te prendre une stat toute bête OK. qui est une stat fraîche puisque c'est son dernier combat contre Tayla Santos. 14 tentatives d'amener au sol, 0 effective. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Voilà. Je pense que c'est une excellente grappleuse et que sur les takedowns, il y a matière à capitaliser OK. dessus. Donc je vais voilà, 14-0 sur les 15 minutes c'était à Singapour si je dis pas de bêtises. Et surtout que c'est plutôt bon signe parce qu'en soi, Manon, on a vu qu'elle avait une défense de takedown archi solide et qu'elle était tout simplement, archi solide. Donc c'est quand même bon signe, là-dessus, de ce niveau-là. Ah, bah, je pense, de toute façon, regarde, c'est pas matière à spéculation. Aujourd'hui, le match-up, il nous est favorable, on peut le dire, puisque les cotes de paris américaines, elles sont pour Manon. Mmh. Donc, point. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner facilement. Ça veut dire que le Bien match-up sûr, nous est favorable. C'est tout. bien sûr, ouais. Bah, du coup, ce que tu disais tout à l'heure, en soi, Blanchfield, elle est jeune, donc elle a 25 ans et Manon et Blanchfield, elles sont toutes les 2 sur, une dynamique de carrière où elles sont à 6 combats à l'UFC, 6 victoires. Là, elles sont dans le top et c'est un peu à l'instar d'un Cyril Gane, Thomas Spinal, dans le sens où il y a une potentielle rivalité qui peut se créer. Ces 2 combattants qui sont dans le top et qui ont encore, de la marge dans leur carrière. Manon, elle est quand même encore relativement jeune dans sa carrière. Blanchfield, elle est jeune tout court et du coup, est-ce que tu penses qu'elles peuvent être amenées à s'affronter plusieurs fois au cours de leur carrière? Je pense, moi, clairement que. Alors, c'est pas sûr du tout, hein, mais il y a une possibilité que Manon, elle recroise soit Rose, soit Erin dans son run en flyweight tôt ou tard. Comme on parlait Mmh. précédemment de Bueno Silva, il y a également une possibilité qu'elle soit. Je pense que dans la carrière de Manon, il y aura en tout cas une revanche, ça c'est sûr. Quand je dis une revanche, c'est un deuxième combat, parce que pour l'instant, elle a un run parfait à l'UFC. Mais ouais, je pense qu'il y a des combats potentiels où où il pourrait y avoir une deuxième fois une adversaire qu'elle a affrontée. Et je pense que les trois noms que je viens de te citer, il y a une revanche qui sera possible dans un futur proche. OK, ouais. Heu, pour le combat, est-ce qu'on sait si c'est en 3 rounds ou en 5? C'est en 3 et Est-ce on n'a pas insisté plus que ça parce que voilà, je pense qu'un title fight c'est en 5 et là c'est pas un title fight donc je vois pas pourquoi il y a matière à. Oui. Après, si l'UFC nous l'avait proposé, tu sais, aujourd'hui on peut dire qu'on est un bon client hein, pour l'UFC. Tout ce qu'ils nous ont OK. demandé, on l'a toujours pris. Ils nous ont proposé des filles très fortes dès le début de Manon. Manon a son premier combat, c'est-à-dire après qu'elle ait gagné contre Victoria Leonardo, ils nous proposaient déjà Macy Barber qui était à l'époque 14e au classement et on avait dit oui. C'est OK. eux qui ont, c'est Macy qui a pas voulu. Enfin, c'est le management et le camp de Macy. Et on n'a jamais refusé un seul combat depuis que Manon est à l'UFC. OK. Bah, en plus ça, l'UFC, je pense que c'est plutôt cool, pour eux en tout cas derrière ça peut peut-être, donner, des bons rapports tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc ce combat aussi, il a été vendu comme, bah, c'est un peu le combat, c'est clairement ça, c'est le combat pour le contender numéro 1, chez les flyweight. Est-ce que la gagnante du combat, elle obtient le prochain, title shot? Oui, oui, ça c'est une certitude. Après, euh, en vrai, c'était déjà le cas contre Kathleen. Tu sais, Manon, elle a Ouais, ouais. un très beau run à l'UFC, mais elle a quand même. Alors, je ne vais pas parler de chance, hein, mais parce que nous, on croit au destin et voilà, c'est la vie qui est faite comme ça. Mais c'était déjà le cas contre Kathleen quand Kathleen était numéro 1 mondial. C'était le fight avant la ceinture. Valentina elle-même avait prononcé de sa bouche sur une interview quand elle prenait un award, je crois que c'était avec, je sais plus si c'était MMA Junkie ou un autre média, mais bref, que c'était Manon la Mmh. challengeuse. Bah, voilà, il y a une rupture des croisés, il y a une reprise, il y a un match nul entre Shevchenko et Grasso et une double fracture des deux à la main. Donc les choses se faisant, de toute façon, comme je vais reprendre les termes de Manon. Hein. De toute façon, il fallait que je m'occupe de Erin tôt ou tard, donc ce sera maintenant.
Voilà ce qu'elle a dit. OK. Mais c'est vrai que Ouais. c'est pas. En vrai, c'est la deuxième ou voire la troisième demi-finale mondiale parce que même le fight de Rose, Mmh. si je pense que Bah, ouais. s'il y a un vainqueur entre Grasso et Shevchenko, c'est la suite logique. Mais malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est C'est pas ça. malheureusement, c'est pas grave. Ça fait un combat de plus. C'est un co-main event à Atlantic City. Et c'est un combat où, comme je le disais précédemment, le match-up nous est favorable. Ouais. Ouais, beh, justement, parce que Manon, ça fait un moment en soi qu'elle est dans les tuyaux pour avoir le combat pour le titre. Même à la base, je crois que votre plan, c'était d'avoir le title shot en premier er trimestre 2024. Mais le problème, c'est que là, c'est un peu bloqué avec, bah, la du coup, une C'est sorte de ça? rivalité qui se crée avec Grasso, Shevchenko et cetera. Du coup et même elles sont toutes les 2, je crois, elles sont en train de se rétablir toutes les 2 C'est d'une ça. blessure à la main et cetera, donc ça frise un peu le truc. Est-ce que c'est pas un peu frustrant? Mais du coup, c'était ça ma question, mais en soi, tu l'as déjà répondu. Tu as déjà répondu, pardon. Non, en fait, c'est pas frustrant. Et quand je te dis c'est pas frustrant, moi, pour moi, ça l'était pas et je ressens bien que pour Manon non plus. Par contre, ce qui va Mmh, être important, c'est de gagner avec la manière pour pouvoir réclamer derrière avant la fin de l'année. Ça c'est bien. Mais tu sais, bien sûr. une saison de MMA, c'est une année calendaire. Donc, ok, c'est pas au premier trimestre 2024, mais ce sera au dernier. C'est ça. C'est pas bien grave au final. Puis d'un côté, plus le chemin est long, plus la victoire est belle, donc Ouais, puis c'est tout aussi bien. tu nettoies la KT, Ouais, tu c'est fais ça. des combats. T'imagines, elle a déjà pris la quatrième mondiale, la première mondiale. Là, elle va reprendre la deuxième mondiale. Donc voilà, après, c'est un peu comme le run de Charles Oliveira. Une fois que tu as nettoyé toute la KT, ben, Ouais, bah, ouais, tu mérites pleinement ton titre de champion et la victoire n'en est que plus belle, effectivement. c'est vrai, je suis totalement d'accord. Du coup, là, à l'ARES 18, donc Axel Sola et Virgil Hogan, ils ont remporté une grosse victoire, donc tous les 2 face à des bons défis. Et du coup, je voulais te demander, donc dans un premier temps pour Axel, lui, il a remporté carrément le titre, chez les poids légers à Arès. Il est à 6-0 chez les pros et en plus de ça, il a quand même, 7. 7-0 pardon. 7-0 chez les pros et il a pas mal de combats en amateur en plus de ça. Du coup, je voulais savoir, c'est quoi la suite pour lui? Est-ce que c'est de chercher au plus vite l'UFC ou c'est de continuer, à engranger encore de l'expérience? Euh, il est, de toute façon, mes rapports avec l'ARES sont bons. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Arès, il y a une clause de UFC Relays. C'est pas une orga comme le KSW ou d'autres orgas où c'est un peu plus compliqué. Tu dois aller au bout de ton contrat. À Arès, il y a cette clause. Maintenant, je suis pas sûr qu'il y ait un UFC en France cette année, malheureusement, puisque les planètes ne se sont pas alignées pour que ça se fasse. Ouais. De ce fait, il y a encore un espoir qu'il y en ait peut-être un en fin d'année, mais c'est rien n'est sûr. Et tu sais qu'aujourd'hui, la signature des Français, il y en a 12 et elle est très conditionnée quand même à un event en France ou à un short notice. Donc dans tous les cas, on verra, mais je peux pas trop en dire encore. Il y a Mmh. des choses qui vont être annoncées dans les jours qui viennent, mais je pense que on va revoir Axel Sola défendre sa ceinture d'Arès au moins une fois. D'accord. Bah, du coup, j'avais en soi la même question pour Virgile. Lui, il a 6-0 et il a moins de combats par contre en amateur, donc c'est Ouais, et pareil. après Est-ce que c'est alors attends, c'est pas une question de niveau et c'est pas une question de combat. C'est vrai qu'Axel a 7-0, Virgile a 6-0, Axel a une trentaine de combats amateurs et en plus dans une autre période. Axel il a une trentaine de combats amateurs mais que des IMAF. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mmh, MMA League et de gala amateurs comme il y a aujourd'hui. Il a fait que 30 combats sur des championnats d'Europe, des championnats du monde quand on voit le niveau qui est le niveau de ces compétitions. Mais c'est pas tellement sur ça que je me focus. Je me focus sur la KT. Euh, ouais. Lightweight, il y a 92 lightweight sous contrat avec l'UFC. Donc tu peux faire 3, 4 combats, pas de chauffe, mais avec un niveau moindre euh, que ne le sont la catégorie middleweight, qui est exactement la même chose que la catégorie flyweight de Manon, tu vois. Euh, Mmh, Manon, en 2 ou 3 combats, tu fais top 15 et c'est exactement la même chose en middleweight, donc il faut y aller. Il faut prendre son temps, je pense, très mmh. sincèrement. Virgile est jeune aussi. Il vient de faire 27, donc, ou 26 pardon. Donc, voilà, il y a matière à progresser, puisqu'il progresse vraiment de semaine en semaine et de mois en mois. Donc, pour Virgile, on va
remporter cette ceinture d'Ares. Ça, OK. c'est une certitude. Et derrière ça, excuse-moi, on verra un petit peu comment c'est fait. Pareil, l'actualité de l'UFC en France. Mais en tout cas, le souhait de Virgile, c'est le même que celui d'Axel, c'est de suivre Manon à l'UFC. Donc on OK. va tout faire pour qu'il puisse réaliser ce rêve. OK, bah, en tout cas, on a hâte de voir la suite. J'avais quelques questions aussi sur le MMA français en général. Donc, bah, Manon, ça peut être potentiellement la première française, que ce soit combattant ou combattante, à avoir le titre de champion incontesté à l'UFC. Mais en vrai, il y a plein de combattants français maintenant à l'UFC. Il y a Cyril Gane qui est aussi proche du titre. Il y a Benoît Saint-Denis qui va combattre Dustin Poirier. Il y a Nassour Dinimavov. Toi, tu vois de quel œil l'explosion du MMA en France et la multiplication des combattants à l'UFC? Toi qui, justement, je le disais dans l'intro, tu as connu une époque où le MMA, c'était même pas légal. Donc, Ouais, moi, comment tu vois ça? tu sais, ça fait 20 piges que je fais ça et franchement, avant d'être combattant ou même entraîneur, je suis fan. Donc, moi, je vois ça d'un très bon œil. En plus, ça buzz un peu. Ça permet que de nouvelles types d'entreprises s'intéressent au sponsoring et au mécénat dans le sport. Donc, je vois ça d'un très, très bon œil. Et en plus, le fan de. Tu t'imagines là, ce mois de mars qu'on a exceptionnel pour les fans de MMA, puisque il y a un très beau PFL Paris. Mmh. Il Ouais, y c'est a un très. incroyable. Il y a, c'est fou l'engouement qu'il y a. Après, je vais juste mettre un petit bémol, mais c'est pas pour faire mon casse-pied. J'ai entendu, oui, mais le PFL fait comme l'UFC, ils ont rempli en très peu de temps. Oui, mais force est de constater quand même le prix des places qui est 3 fois moins cher, si je dis pas de bêtises. Mmh. Même si le sold out, il a effectivement eu lieu en quelques heures, exactement comme les deux UFC Paris. Après, donc, mais bon, le main event est fabuleux, le combat de Benoît est fabuleux. Je pense qu'il y aura d'autres Français sur le mois de mars. Pareil, je peux pas encore trop en dire, mais je pense qu'il y aura d'autres Français en plus qui vont combattre sur le mois de mars, sûrement sur la fin du mois. Plus ce combat de Manon, effectivement, qui permet de se situer pour la ceinture mondiale. Je pense que le combat de Cyril va être annoncé aussi dans peu de temps. Mmh. À partir de là, en tant que fan de MMA, c'est fabuleux de voir évoluer ces 12 Ouais. Français. Moi, j'aime bien vraiment, sincèrement, j'aime bien le MMA féminin. Le Melissa Dixon, Nora Cornol, il me plaît beaucoup aussi. Euh, euh, Pareil pour l'adversaire de Yanis Guémori, que je connais bien, le Brésilien Vinicius, Mmh. puisqu'il était champion à l'UA Warrior quand Manon avait la ceinture. Il y a des OK. chocs vraiment ouf qui arrivent avec des combats hyper hypants. Et je Ouais. trouve que c'est super bien et ça va permettre de développer une nouvelle audience et d'attirer de nouveaux fans sur le MMA en France. Et ça, c'est génial. C'est génial. Mmh, c'est clair. Bah, justement, tu parlais de Cyril Gane, je voulais te demander, toi, bah, du coup, si tu te places plutôt en tant que fan, on va dire, t'aimerais le voir face à qui? Et face à qui tu penses que pour sa carrière, en tout cas, ce serait le mieux? Et parce que lui, il a déjà eu 2 chances pour le titre. Pour l'instant, il n'a pas réussi à atteindre le Graal, mais il est encore dans le top clairement, donc face à qui tu le vois, pour la suite? Bah, tu sais, après, bon, on sait que la France, c'est un peuple de passionnés. Et du coup, euh, moi, je me prends la tête des fois sur Twitter, pareil, parce que j'ai du mal. Tu Ouais, sais quoi, j'accepte qu'on me dénigre, mais j'ai du mal à accepter qu'on dénigre les fighters, surtout les miens, quand je vois l'investissement sacrifice. qu'ils mettent et les sacrifices qu'ils font. Après, pour être totalement objectif, oui, Cyril a perdu 2 fois. Après, c'est Francis Ngannou et John Jones. Bah oui. C'est vraiment pas des peintres. C'est vraiment quand on voit ce que Francis a fait contre Tyson Fury et ce qu'il est capable de faire, c'est exceptionnel. Donc, je sais pas si tu, en plus, le parallèle que tu fais est intéressant parce que je trouve que ça ressemble un peu à la KT de Manon. Tu vois, c'est une KT qui est Ouais, un peu exactement. bloquée parce qu'ils veulent C'est faire un exactement combat. ça. Et du coup, je pense que la suite va dépendre essentiellement de Aspinal. Je pense que Aspinal a fait pas mal de call-out. Il voit qu'il n'y a rien qui se passe. De ce fait, je sais qu'il y a un UFC à Londres qui devrait arriver sur le mois de juin. Donc, je pense que la suite, c'est vraiment Aspinal qui va décider. Est-ce qu'il décide d'attendre son ticket pour le vainqueur de Mmh. Jones Miocic ou est-ce qu'il veut rester actif et auquel cas il a déjà pris Pavlovic, on sait que Blade et Almeida s'affrontent donc le seul Ouais. nom qui serait matchable pour lui c'est Gann et moi je t'avoue que j'aimerais bien voir ce fight
Ouais, parce que Pavlovic, je pense que alors, il n'y a jamais de facilité, tu vois, mais on sait que Cyril contre les gros strikers, stylistiquement. ouais, c'est le style qui fait le combat. Et on a déjà vu Cyril contre ce genre de mec. Et moi, j'aimerais voir contre Aspinal, qui est vraiment le mec le plus complet de la KT aujourd'hui. Ouais, Et bah, je qui te est, rejoins totalement, ouais. et c'est ce combat-là que j'aimerais voir. Après, est-ce que c'est intéressant pour sa carrière? Toujours. Tu sais, quand on est à ce niveau-là, un grand combat, c'est un grand combat. Donc, en tant que fan de MMA, moi, c'est vraiment le combat que j'aimerais voir. Ouais, bah, je te rejoins totalement et en plus, je trouve aussi que c'est la seule option dans le sens où, bah, c'est vrai que c'est une catégorie bloquée et encore peut-être plus que la catégorie de Ouais. Manon. Avec, Jones, en fait, c'est incertain, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera rétabli, qu'il pourra On sait qu'il a revenir. été Stipe opéré il y a une Miocic, semaine en plus, tu vois. Donc, c'est vrai que celle-là, elle est oui, bloquée, c'est ça. bloquée de KT. C'est compliqué, quoi et du coup, ouais, c'est le combat que tout le monde veut voir, je pense, en vrai, ce serait, exceptionnel. Je voulais aussi te parler, bah, forcément Benoît Saint-Denis, c'est un phénomène. Bon, en vrai, je voulais juste savoir ton avis sur lui. Est-ce que je suis sûr que tu le comprends, mais est-ce que tu comprends l'engouement qu'il y a autour de lui Bien qui est sûr. quand même c'est quand même spécial, tu vois? Ben, moi, Benoît, je vais te raconter une anecdote. On a fait connaissance et on a parlé pour la première fois euh, dans un aéroport en Turquie, où on faisait une escale. OK. Je te jure que c'est vrai. Je Ah sais ouais? plus où on a. Je sais pas exactement où j'allais. Il me semble que j'allais à un combat d'Axel Sola. OK. Euh, ouais, je crois que c'est ça. Et on avait bu un café ensemble avec Daniel Warin et Benoît à cette époque, donc ça fait vraiment pas mal d'années, puisqu'il n'était pas du tout à l'UFC à l'époque, il était encore au Brave. Et, euh, OK. et oui, bien sûr que je comprends l'engouement, parce que euh, déjà le personnage, c'est quelqu'un de très sympa et de très droit. Puis tu vois, c'est vrai que ces histoires d'anciens militaires, des forces spéciales et tout, c'est des choses qu'on aime. Il y a pas Ouais. mal de gens pour qui les combattants c'est des super-héros, donc tu vois, voilà, le storytelling qu'il y a derrière est génial. Et puis en plus d'avoir une bonne hype en dehors, il fait le taf, il fait le taf dans la cage, il est très spectaculaire, il finit ses combats. Et oui, j'ai vraiment, vraiment envie de voir ce combat pour deux raisons en fait. La première, euh, bah, c'est génial de voir un Français au top level mondial et de pouvoir prendre la troisième. Ou des fois c'est pas un annulaire en place. C'est-à-dire que si tu bats le 3, t'es pas forcément 3, mais en tout cas, on est sûr que s'il gagne, il sera top 5 d'une des KT les plus Mmh. relevées à l'UFC. Et en plus, Poirier, historiquement, c'est le meilleur gaucher contre des gauchers. Si tu C'est regardes ses ça. combats, tu sais que quand il est gaucher contre gaucher, en général, il est vraiment, 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 vraiment au-dessus. Il sait bien faire. Tu as Thiago Alves qui est dans son coin, qui est un peu le mec qui a remis au goût du jour le calf kick Mmh. dans le MMA. Et donc, c'est hyper intéressant comme match-up, hyper intéressant de voir ce que Daniel et l'équipe vont développer dessus, parce que les gauchers, c'est un avantage d'être gaucher quand tu combats un droitier. Ça, c'est dit, c'est fait, et c'est pour la bonne et simple Mmh. raison qu'il y a peu ou pas de gauchers dans les salles d'entraînement. Donc, mais là, par contre, c'est gaucher contre gaucher. Poirier, il a déjà fait valoir ses qualités. C'est pour ça que moi, je le qualifie de meilleur gaucher contre des gauchers. Mmh. Donc, c'est un combat juste exceptionnel d'un point de Ouais. vue. Malgré que tout le monde voit la guerre dans ce combat, je pense que ça va être beaucoup plus subtil que ça, et qu'il va y avoir Mmh. beaucoup de systèmes mis en place, beaucoup de footwork, beaucoup de travail d'angle, comme ça avait pu être le cas de Dustin contre Connor à l'époque, ou contre d'autres gauchers. Donc ouais, stylistiquement, j'ai vraiment envie et hâte de voir comment ça va se passer. Bah, c'est clair, bah, moi aussi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont prévoir avec Daniel, parce que Benoît, je crois qu'à l'UFC, il a combattu aucun gaucher encore, alors que, bah, comme tu l'as dit, Poirier, c'est le spécialiste. Mais ouais, franchement, hâte de voir ça. D'ailleurs, ça c'est en mars et en mars, on a aussi, bah, on en a parlé tout à l'heure, on va bien manger en mars parce qu'on a du coup le PFL Paris avec Doumbé et Baki, ça a été annoncé hier. Hem, Bah, déjà, en gros, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que sur le papier, tu penses qu'un favori se dessine Bah, dans un premier temps? là, clairement, on peut parler de. Est-ce qu'on peut parler d'opposition de style sur ce combat? Je pense plus que sur le combat Erin Manon, Doumbé Baki. Après, ben, pareil, tu vois, tant pis, je vais déchaîner les foudres des fans de Doumbé, mais je me fais souvent attraper par les fans de Doumbé. Je sais pas pourquoi. Ils pensent que je le Ouais, n'aime sur pas. Twitter. Ou... Ouais, sur Twitter, mais c'est pas très grave. J'assume ses propos.
Ben, pour l'instant, en fait, les seuls qui peuvent répondre, je pense que il y a Saladin Parnasse, il y a le coach de Doumbé qui sont capables de nous répondre parce que Saladin, c'est le seul qui a tourné avec les deux. Mais il y a beaucoup d'inconnus. Aujourd'hui, Ouais, c'est quand ça. tu as beau être analyste de MMA, journaliste ou fan, tu peux pas spéculer parce qu'il y a une data qu'on n'a pas, c'est la capacité de scramble, le chain wrestling et le cache control de Cédric Doumbé. Point. Alors je pense qu'ils ne Mmh. sont pas cons, Ouais. il est bien encadré. Je sais qu'il y a Abdallah dans son coin que je connais personnellement des années box taille de 2000. C'est pas un idiot du tout, c'est un garçon très réfléchi. Donc je pense que s'ils ont pris le combat, c'est qu'ils pensent que même sur de la poche ou de la lutte, ils sont au point. Donc, euh, mais après, pour dessiner un favori sans connaître effectivement la capacité à se Ouais. remettre debout, la capacité à scrambler, à cache contrôler de Doumbé, je sais pas, on n'en a pas vu assez. Il y aurait eu 2 rounds minimum contre Zebo, je me serais mouillé et je t'aurais donné un prono. Euh, Mmh. Là, en fait, Ouais. tout ce C'est qu'on peut compliqué, ouais. dire, c'est que je pense que mentalement, euh, il est un peu plus adepte et un peu plus familier au trash talk que Baki, même s'il est tout aussi jeune que Zebo, et je pense qu'il Mmh. craquera pas. Parce que Ouais. je vais me faire encore clasher, mais je continue à penser que l'écart n'était pas aussi significatif que les 9 secondes. Zebo, c'est Mmh. costaud, et, ouais, je pense qu'il a vraiment craqué. Sinon, ça aurait été plus Oui. serré que ça, je pense. Ça Bah, reste c ma conviction au moment où je te parle, hein. Après, il y en a plein qui vont dire, ouais, voilà, il clash encore Cédric, bah, a gagné en 9 secondes. Mais non, je le pense sincèrement. Je pense que Jordan, il est pas si loin de ce niveau-là. C'est juste que mentalement, c'était ouais. pas son soir et il a craqué, quoi. Bah, je t'avoue que c'est exactement, je te disais aussi en off que j'ai on en a parlé avec Anthony Rea et il m'a dit exactement la même chose que toi. En gros, on parlait de cette pression que Doumbé peut infliger aux combattants, encore plus à des jeunes combattants et que c'est un combat avant le combat, donc si tu as perdu ce combat-là avant, c'est compliqué et donc la pression, ça joue beaucoup. Mais c'est là aussi que Doumbé est très fort. Même lui, il a dit que c'est grâce à ça qu'il pouvait performer aussi dans la cage. Mais je te rejoins sur le fait qu'il y a beaucoup trop d'inconnus. C'est pour ça, en fait, que je te posais cette question. C'est ça aussi qui rend le combat aussi attrayant, c'est qu'il y a énormément d'inconnus et c'est pour ça que je pense que la hype est aussi grosse quoi, tout simplement. Ouais, mais après, Voilà. attends, faut pas avoir. Moi, je passe pour un haters de Doumbé que je ne suis pas d'ailleurs, tu vois. Le sportif a tout mon respect, mais, euh, mais ce combat est super hypant. Bien sûr qu'on a envie de le Ah bien voir. On a sûr. envie de voir ce combat et qui que ce soit qui l'emporte, même si moi j'ai déjà parlé avec Baki, on a déjà conversé et il sait qu'il est le bienvenu à Nice. Je trouve que c'est un garçon très appliqué, très réfléchi et qui se remet en question et j'aime beaucoup ça. Mais en tout cas, j'espère que ce combat va durer et qu'on aura Mmh. du spectacle Des et réponses. que ça va répondre à pas mal d'interrogations. OK, ouais, je suis totalement d'accord. Bah, du coup, j'avais une dernière question pour toi, tout simplement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, pour cette année 2024? Euh, Franchement, cette année 2024, qu'elle continue comme ça. C'est-à-dire que j'ai la chance de faire le métier que j'aime, j'ai la chance de voir les combattants dont je m'occupe depuis des années évoluer et progresser. Voilà. Franchement, je ne vais pas être plus Mmh, gourmand que ce que je mmh, suis. Je suis très flatté d'avoir eu d'avoir été nommé coach de l'année en 2023, mais c'est pas des choses comme ça que je regarde. Euh, mmh. J'avais mis un post sur Instagram où je disais qu'il manquait encore des ceintures et qu'on en voulait. Ouais, franchement, une deuxième ceinture d'Ares et une ceinture de l'UFC, je signe tout de suite. Mais je te jure, c'est même pas pour pouvoir me pavaner avec, c'est parce que euh, Manon, elle mérite. Mais les gens ne se rendent même pas compte de ce qu'elle met comme énergie et comme intensité dans ses entraînements. C'est juste remarquable et respectable. Donc, pour ça, et Virgile aussi, il a été très affecté de ne pas ramener cette ceinture à la maison. Et je pense que voilà, j'aimerais le voir porter cette ceinture parce qu'il mérite aussi beaucoup par son investissement au jour le jour. Très bien. Bah, en tout cas, Aldric, merci beaucoup, pour cette interview. Vraiment, nous, on te souhaite toute la force pour à toi et ton équipe pour tout le travail que vous avez accompli et que vous allez accomplir
Et puis voilà, merci encore et puis nous, de toute façon, on sera derrière vous pour la suite et le 30 mars aussi pour le combat de Manon. En tout cas, on va vous soutenir à fond. Donc voilà, merci encore. Merci beaucoup, à très vite. Voilà les amis, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la cloche, ça nous donne de la force pour la suite. Et puis, nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur Actu MMA. Ciao!